Dit, un drame économique mais pas de danger pour l'homme. Monsieur Giscard d'Estaing au Conseil des ministres, les manifestations pourraient être interdites dans le centre des villes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme, vous le connaissez, c'est James Callaghan. Il est en train de dire au revoir aux téléspectateurs britanniques. Pour la première fois, en effet, depuis un demi-siècle, un gouvernement est renversé outre-Manche. Ça s'est passé à 22h19 hier soir par 311 voix contre 310. James Callaghan, le Premier ministre britannique, était battu sur un vote de confiance. James Callaghan n'a pas cherché à faire traîner les choses, il a aussitôt remis sa démission à la reine et lui a demandé de dissoudre la Chambre. Cela veut donc dire de nouvelles élections en Grande-Bretagne. La date est déjà fixée le 3 mai, une semaine avant les élections pour le Parlement européen. À l'origine de la chute de James Callaghan, une petite femme beaucoup moins fragile qu'on l'imaginait, Margaret Thatcher, 53 ans, leader de l'opposition conservatrice, et qui donc s'installerait peut-être dans un mois dans le fauteuil de James Callaghan. Ce serait la première fois qu'une femme serait à ce poste. À Londres, Claude Guénier. Je vais d'abord vous faire écouter un moment de ce vote historique hier aux communes, le premier en 55 ans qui ait fait tomber un gouvernement. Il n'y a jamais de caméra au Parlement, mais il y a des micros. Et l'on se serait cru à un match de football Nottingham Forest contre Liverpool. À la fin des débats, le président annonçait « Ceux qui n'ont pas confiance au gouvernement de Sa Majesté voteront oui. Les autres voteront non. » Étonnant. 3 minutes après, c'était la sanction pour une voix Callaghan tombée. Alors ce midi, le Premier ministre allait voir la reine, la gardienne des institutions, décider avec elle de dissoudre le Parlement à la fin de la semaine prochaine et annoncer des élections générales pour le 3 mai. Callaghan n'est donc plus Premier ministre. Et finalement, il est victime du jeu démocratique britannique. Un député conservateur disait tout à l'heure « Monsieur Callaghan, vous parlez bien, vous êtes un bon politicien, mais en 4 ans, vous avez tout donné, laissez la place, c'est l'alternance. » Car le bilan n'est pas mauvais. Callaghan laisse une situation économique meilleure que celle dont il avait hérité, et l'inflation est passée de 30 à 10%. Mais on lui reproche, après avoir imposé 4 ans de dure limitation des salaires, de subir aujourd'hui la dictature des syndicats. Jim n'a pas démérité, mais son parti est usé, et beaucoup souhaitent tout simplement un changement. Le changement, le voici, Madame Thatcher, britannique en diable, et la jambe alerte. Elle pourrait être la première femme dans l'histoire de la Grande-Bretagne à accéder aux fonctions de Premier ministre. On l'appelle Maggie, elle est fille d'un épicier de province, mère de famille, elle a 53 ans. Elle est combative et a réussi à s'imposer à la tête du Parti conservateur, un parti de gentlemen peu enclin au féminisme. Toutefois, sous ses aspects de tendre mère de famille, elle est autoritaire. Ses slogans sont « la loi et l'ordre » et elle a dit ce matin « mes troupes sont prêtes » et elle les mène tambour battant. Alors, disons d'abord que Mme Thatcher n'est pas très aimée. On lui reproche d'abord d'être femme. On lui reproche aussi d'avoir des idées politiques peu précises ou trop simples. Mais le Parti conservateur, c'est vrai, a le vent en poupe. Et il reste plus d'1 mois à Mme Thatcher pour se faire une crédibilité. Ses chances de l'emporter sont aujourd'hui assez bonnes. Reste enfin une chose. Un député socialiste allemand félicitait ce matin un conservateur britannique pour le vote d'hier qui faisait tomber Callaghan. Car les conservateurs sont nettement pro-européens. Et ça, pour la communauté et pour le marché commun, ce pourrait être un important changement. Donc, les élections britanniques le 3 mai, c'est-à-dire 5 semaines avant les élections européennes. Et voyez-vous, dans le même temps, les Italiens vivaient une crise très semblable, mais eux ont l'habitude. Giulio Andreotti a présenté cet après-midi au Parlement italien le cabinet qu'il a constitué, cabinet formé de démocrates chrétiens, de sociodémocrates et de républicains, mais abandonné par les socialistes et rejeté par les communistes, M. Andreotti n'a que très peu de chances d'obtenir la confiance des parlementaires lors du vote prévu pour le week-end. Victor Brandon. Que les députés et les sénateurs italiens soient convoqués pour se prononcer sur un gouvernement qui a été formé il y a 10 jours, c'est tout à fait normal. Ce qui est beaucoup moins normal, c'est qu'on ait formé ce gouvernement en sachant parfaitement qu'il n'obtiendrait pas l'investiture et que même s'il l'obtenait, il y aura de toute façon des élections anticipées. Le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est donc pas de savoir si ce gouvernement pourra gouverner, mais à quelle date auront lieu les élections anticipées. C'est important parce que le 10 juin, il y aura l'élection européenne. Eh bien, l'Italie va se payer le luxe de 2 consultations électorales le même jour.
c'est pratique, c'est commode, mais cela risque évidemment de désorienter les électeurs. Prenons l'exemple du Parti communiste italien. Un électeur peut très bien voter communiste pour exprimer son mécontentement, mais il peut aussi hésiter à envoyer un député communiste au Parlement européen. Bref, on va voter, mais en oubliant parfois qu'il s'agit d'une élection européenne. Maintenant, si on s'en tient au plan strictement national, qui aura des conséquences sur le plan européen, voici ce qu'on prévoit pour le 10 juin. Une légère remontée de la démocratie chrétienne et du Parti socialiste, un léger fléchissement du Parti communiste italien. Alors la question se pose, est-ce que cela valait la peine d'organiser des élections anticipées pour aboutir à un changement aussi subtil, au risque de fausser complètement l'élection européenne? Et pour être tout à fait complet sur les malheurs de nos voisins, j'ajoute qu'au 102e jour de la crise politique belge, on attend toujours la composition du gouvernement que va former le Premier ministre démissionnaire, M. Van den Boynans. Je crois qu'on aurait tort de se réjouir des malheurs des uns et des autres, car cela se situe, je le répète, en pleine préparation des élections européennes. Et cela n'est pas sans conséquence non plus sur la situation des agriculteurs français. En effet, la reprise des négociations de Bruxelles sur les prix agricoles est quelque peu obérée par le risque de changement de majorité en Grande-Bretagne. Pour l'instant, on semble quand même s'acheminer à Bruxelles vers un mini-compromis, me dit Jean-Louis Calmejane, notamment sur la dévaluation de certaines monnaies vertes. Et on laisse entendre que M. Maignery, le ministre français qui préside le Conseil, demanderait une réévaluation de 5% et non pas de 3,6% comme il l'avait annoncé il y a quelques jours. Ce qui aurait déjà comme conséquence immédiate d'augmenter les prix agricoles français d'autant, c'est-à-dire de 5%. Mais en tout état de cause, je le répète, notamment en raison de l'hypothèque britannique, il ne faut pas s'attendre à un accord définitif avant le mois de juin, ce qui retarde donc la fixation annuelle des prix pour les agriculteurs français. Proche-Orient maintenant, un casque bleu français tué ce matin dans le sud-Liban, l'un des derniers soldats français de la force d'intervention des Nations Unies encore sur place. Vous savez que beaucoup d'entre eux ont déjà été rapatriés. Je n'ai pas encore l'identité de ce soldat, l'un de ses camarades a également été blessé. Ceci alors que de violents échanges de tirs d'artillerie opposaient les casques bleus et les forces chrétiennes conservatrices. Et par ailleurs, l'agence palestinienne d'information annonce qu'un avion israélien a été touché dans la même région par des tirs palestiniens. Et c'est dans ce contexte que Menachem Begin est revenu aujourd'hui dans son pays, fêté par les siens après les accords de Washington. Menachem Begin a évoqué son prochain voyage au Caire lundi. Je serai, a-t-il dit, le premier dirigeant juif à être reçu officiellement par un leader égyptien depuis le roi Salomon. En attendant, Anwar el-Sadat, lui, fait un bref séjour en Allemagne de l'Ouest. Au même moment, on apprenait que l'armée égyptienne était depuis quelques jours en état d'alerte à la suite de concentration de troupes libyennes aux frontières de l'Égypte. Et c'est peut-être ce qui explique le visage préoccupé, en tout cas très fatigué, d'Anwar el-Sadat à son arrivée à Bonn. C'est un président égyptien épuisé qui est arrivé cet après-midi à Bonn, où il a été reçu par le président Schell et le chancelier Schmitt. Cette escale dans la capitale ouest-allemande confirme l'étroite association financière de Bonn au plan de paix israélo-égyptien. Bonn accorderait à Sadat une aide de quelques 3 milliards de Deutschmark, soit 7 milliards de francs échelonnés sur 5 ans. Cet argent financerait essentiellement la création d'infrastructures routières, aériennes et portuaires que réaliseraient des sociétés ouest-allemandes. Dans le même temps, ingénieurs et conseillers allemands mécaniseraient une agriculture égyptienne retardataire. But de ce plan, contribuer à stabiliser un régime et un État au bord de la ruine économique et financière. Bonn, où vient de s'ouvrir aujourd'hui le débat parlementaire sur l'imprescriptibilité des crimes, notamment des crimes nazis. Vous savez qu'Helmut Schmitt nous avait fait des révélations à ce sujet lorsque nous l'avons accueilli dans ce journal avant la diffusion du dernier épisode de l'Holocauste. Ce film n'a d'ailleurs pas été étranger à l'atmosphère qui entourait ce débat. Helmut Schmitt a répété qu'il était contre la prescription de ce genre de crime. Une décision sera prise définitivement en juillet ou en septembre. Ce sera tout pour l'actualité hors de nos frontières. En France, je voudrais d'abord faire le point sur cette épidémie de fièvre afteuse. Vous savez qu'en parlant d'animaux, on doit d'ailleurs parler d'épizootie. L'armée va participer à la lutte engagée en Basse-Normandie, lutte qui, vous le savez, a déjà abouti à l'abattage de 1500 bêtes, bovins et porcins. Le reportage de Gérard Dalmaz à Bayeux. Isigny, le premier cru laitier de France avec 80 000 vaches, est menacé par la fièvre afteuse.
Dans 27 communes de Basse-Normandie, Manche et surtout Calvados, près de 1700 animaux ont été sacrifiés déjà, pour en sauver des dizaines de milliers d'autres. Certains éleveurs sont ruinés, ainsi à Castilly, l'un d'entre eux a perdu 210 bovins d'un coup. On pense que le virus africain, semble-t-il, est arrivé avec des oiseaux migrateurs. En tout cas, c'est à Saint-Germain-du-Père, non loin de Bayeux, que la fièvre afteuse a éclaté il y a 8 jours, avant de se répandre dans une quinzaine d'exploitations, dont certaines toutes proches, à commencer par le premier voisin de Saint-Germain, le village de Lacan. C'est évidemment le désespoir à Lacan notamment et aussi la colère parmi les éleveurs qui ne comprennent pas toujours qu'il faut abattre absolument tous les animaux, vaccinés ou non, ayant eu un contact avec une bête contaminée ou suspecte simplement. De plus, les éleveurs normands sont traditionnellement attachés à leurs animaux et à leur métier. C'est leur vie qui s'écroule ici. Eh bien, samedi soir, les 130 animaux de l'élevage étaient abattus. Il s'agissait de bovins? Il s'agissait de bovins. Était-ce là la totalité de votre élevage? La totalité. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez recommencer de toute façon? Est-ce que c'est votre vocation d'être éleveur? Ce n'est pas une question de vocation, c'est une question de nécessité économique pour nous. Il n'est pas question d'arrêter une exploitation sous prétexte d'une catastrophe de ce genre. En tant que responsable syndical, j'entends bien qu'on fasse aboutir les dossiers de reconstitution de l'exploitation, et c'est uniquement là-dessus que j'entends personnellement me battre. La région concernée, près de 500 km², est cernée par un cordon sanitaire draconien, gendarme à l'appui, ce qui ne facilite guère l'information. Cordon s'expliquant, il est vrai, par des dangers de contagion très graves, en particulier autour du lieu d'enfouissement choisi, une ancienne carrière de Saint-Germain-du-Père précisément. Pour l'éleveur, une fois la fièvre afteuse déclarée, l'abattage de son cheptel est décidé. Je précise que cet abattage est strictement réservé aux animaux de la ferme concernée. Est-ce que vous craignez une extension de la contagion? C'est toujours à craindre. Quelles sont les mesures que vous prenez pour éviter cette extension? Interdiction de toutes foires et marchés, de tout rassemblement d'animaux au niveau départemental, et dans une zone délimitée par la route Saint-Lô-Bayeux, Saint-Lô-Port-en-Bessin, les frontières du département avec la Manche et la mer, interdiction de sortir et d'entrer des animaux des espèces sensibles. L'épidémie s'étend aussi, ce plan hors-sec agricole s'accompagne de désinfections systématiques au pourtour de la zone isolée. Et puis, l'on songe aux retombées économiques. Comme première mesure, le ministre vient de débloquer 4 millions pour les éleveurs des animaux sacrifiés. Oui, je pense que Gérald Dalmas voulait dire que tous les éleveurs qui seraient touchés seraient indemnisés à 100%. Je crois qu'il faut revenir un petit peu sur cette fièvre afteuse. D'abord expliquer en quoi ça consiste. Martina Regnault, c'est un virus, oui. C'est contagieux. Alors c'est un virus très contagieux qui se transmet d'un bovin à l'autre, d'une prairie à l'autre, mais qui a plein de vecteurs indirects comme des vêtements, des seaux, des bidons, etc. Ce qui fait que immédiatement une opération coup de poing est entreprise pour paralyser, immobiliser et éteindre le plus vite possible le foyer. Alors on a envie de vous dire pourquoi ça revient tous les 20 ans? Alors ça revient tous les 20 ans parce qu'on s'immunise contre cette maladie et normalement tous les bovins sont vaccinés lorsqu'ils ont plus de 6 mois. Et si 70% du cheptel est vacciné, on a ce qu'on appelle une bonne couverture vaccinale. Ça n'exclut pas l'accident, mais ça exclut sa propagation dans la France entière. Alors on fait un cordon sanitaire pour éviter ça. On va vacciner un peu plus dans les environs et sur 10-12 km, on va vraiment protéger tout le monde. Dernière question, celle qui nous concerne tous, bien sûr, les conséquences sur l'homme? Alors aucune. C'est une légende qui dit que c'est transmissible à l'homme. Les aftes que nous avons dans la bouche n'ont rien à voir. Et j'ai demandé dans tous les répertoires s'il y avait des cas accidentels. Je crois qu'il y a un boucher qui une fois s'est coupé la main et a récolté un virus et a eu une fièvre afteuse qu'il n'a transmise à personne d'autre. Je vous remercie. Au Conseil des ministres d'aujourd'hui, d'abord cette déclaration du président de la République qui devrait entraîner, je crois, quelques remous. D'ailleurs, cela commence déjà. C'est une déclaration qui a trait aux récentes manifestations la semaine dernière à Paris. Je vous la laisse écouter, rapportée par Pierre Hint, le porte-parole de l'Élysée. Alors, à la suite de ces incidents, le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de donner des directives au préfet pour qu'il refuse dorénavant que les manifestations se déroulent dans le cœur des villes, sauf lorsque les garanties de sécurité sont véritablement assurées. Réaction presque immédiate de la CGT.
Le président de la République vient de franchir un pas de géant dans l'escalade de la remise en cause des droits et des libertés démocratiques. Même ton à la CFDT et à la FEN d'ailleurs, les trois centrales ont décidé aussitôt de se rencontrer demain. Donc d'une certaine façon, on peut considérer que cette déclaration a reconstitué en quelque sorte le front syndical. Et le PS fait savoir que les travailleurs ne se laisseront pas intimider, c'est Georges Sarr qui dit cela, et Lionel Jospin du Parti Socialiste également qualifie cette décision d'alarmante. La CFDT, qui par ailleurs a répondu à la critique des communistes à son encontre. Le PC, dit-elle, cherche à exercer une pression sur nos militants. Et puis pour en finir tout à fait avec les syndicats, avec la CGT cette fois, les consignes de grève qu'elle a lancées aujourd'hui dans les services publics semblent avoir été diversement suivies, comme on dit. Deuxième sujet d'intérêt ce matin au Conseil, l'aide sociale à l'enfance. C'est une action qui intéresse quelques 500 000 enfants. Objectif de Mme Simone Veil, dans toute la mesure du possible, les aider à rester dans leur foyer. C'est maintenant le cas pour la plupart d'entre eux. Pourtant, 100 000 enfants se trouvent dans des familles d'accueil et environ 40 000 dans des foyers, soit parce qu'ils attendent d'être adoptés, soit parce que, dans la plupart des cas, ils ont dû être séparés temporairement de leur famille pour des raisons de santé, de situation matérielle ou psychologique. Alors depuis le temps de l'assistance publique, les choses ont beaucoup changé, mais tout ne ressemble pas encore au foyer modèle que nous allons maintenant vous montrer. Pour un tout petit dont la vie a déjà été bouleversée, les jouets, les soins matériels les plus parfaits ne suffisent pas à atténuer la tristesse. Faute de s'exprimer en paroles, elle s'exprime par ce repli dans la solitude et ce regard perdu. Ça fait à peu près 3 semaines qu'elle est à la pouponnière. Elle a beaucoup changé depuis? Oui, mais enfin elle est encore en détresse. Elle est encore en détresse, ça veut dire qu'elle est encore traumatisée? Elle est encore sous le coup de l'émotion de la séparation de sa famille. Première urgence, donner à l'enfant une impression de calme, de sécurité et l'affection privilégiée d'une des puéricultrices qui s'en occupe tout particulièrement. Oh, vous en occupez depuis longtemps de ce bébé? Mais depuis qu'il est arrivé, il avait 10 jours quand il est arrivé ici. Et il représente beaucoup pour vous? Oui, oui, c'est presque comme mon enfant. Peu à peu, la vie de l'enfant s'éclaire, il commence à s'occuper des autres, à jouer. Sa puéricultrice suit de près son évolution. On fait des observations tous les jours sur les enfants, comment la journée s'est déroulée. Alors par exemple pour elle, qu'est-ce que vous dites? Par exemple, je vois le 25 mars, soirée triste, n'a rien dit, député une grenouille en tissu. Ça va toujours aussi mal? Non, il y a des jours qui sont mieux. Par exemple, je vois le 18 mars, visite des parents, est très heureuse, très souriante, pressée d'aller les rejoindre. Vous allez voir les parents? Oui, je vais les voir, ils vont venir bientôt. Je vais leur expliquer tout ce qu'on lui fait, les horaires auxquels il voit, la manière dont on s'en occupe. C'est un petit peu dur pour vous de laisser? Bon, ce qui fait le premier bébé, ça a été dur. Et puis maintenant, on sait qu'il trouve quelque chose de mieux qu'ici que la collectivité, donc ça nous fait plus plaisir en fait. Donc à votre avis, le foyer, ce ne serait pas une solution pour toujours? Ah non, 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 c'est une solution d'attente, hein, mais il ne faut absolument pas qu'il y reste. Passage obligé quand aucune autre solution n'est possible, le foyer de l'enfance peut être bien autre chose que la consigne où on laisse un paquet. Il peut être l'occasion privilégiée de donner à l'enfant un maximum de confiance et d'équilibre pour repartir mieux armé dans la vie. Politique, vive réaction de l'UDF aux déclarations de Jacques Chirac que nous avons commentées hier. J'affirme que de tels propos relèvent de l'intoxication, estime le giscardien Jacques Blanc. Et le centriste André Diligent d'ajouter, en se présentant comme un recours, M. Chirac fait une erreur de stratégie. Du côté de l'opposition, maintenant, même échange de balles entre le PC et le PS, nous ne saurions accepter le rôle de réservoir à voix pour les socialistes pour le second tour, vient de déclarer Georges Marchais dans une interview à l'Humanité qui paraîtra demain. Le PS qui, vous le savez, doit se réunir dans 10 jours en congrès à Metz. Alors comment se prépare ce débat? Comment s'organise-t-il parmi les militants? Pierre Alain est allé, comme on dit, prendre le pouls de la base dans une section socialiste de la région parisienne. Ce soir, nous avons demandé un certain nombre de camarades. Ce soir-là, la section socialiste d'Atis-Para était au grand complet pour écouter les porte-paroles des 7 motions qui seront présentées au Congrès. Depuis un mois, le débat s'est installé parmi les militants de base qui ne comprennent pas toujours très bien cette multitude de textes. Qu'est-ce qui justifie cette décision de Pierre Mauroy, lui qui a toujours, à ma connaissance, soutenu la ligne politique de François Mitterrand?
On trouve chez les militants des partisans de chacune des motions. Même s'ils se posent des questions, tous sont conscients de l'importance de l'enjeu et ils apprécient l'existence même de ce débat interne. Un débat, c'est démocratique. Le PS est un parti démocratique. C'est intéressant de voir quand même qu'on a des tendances, c'est vrai. Et bon, bah, c'est normal dans un parti d'avoir des tendances. Et vous en discutez? C'est normal d'en discuter, oui. Vous en discutez avec vos camarades de ces différentes tendances? Ah, oui. Ouais, oui. Bon, vous allez devoir choisir, vous, personnellement, pour qui? Je ne sais pas encore. C'est difficile de se situer dans une seule motion parce qu'on trouve des choses intéressantes dans toutes les autres motions. Et c'est pour ça que pas mal de camarades aussi pensent à cette fameuse synthèse. La synthèse. Tout le monde l'appelle de ses voeux, tout le monde espère que le parti sortira renforcé du congrès de Metz. Et en général, les militants sont convaincus qu'ils ont individuellement un rôle à jouer. Moi, le prochain congrès, j'attends qu'un certain nombre d'idées que l'on traîne depuis longtemps soient éliminées. Vous avez l'impression que vous, militante de base, vous pouvez avoir une influence, que vous avez vraiment le choix? Je l'espère, mais je ne suis pas persuadée non, que l'influence, que les votes à la base se répercutent réellement. Disons, j'apprécie dans la mesure où c'est un débat démocratique qui est à l'intérieur du Parti socialiste et où, disons, le militant de base peut, disons, à certaines limites, choisir sa direction et ses dirigeants. Mon vote, comme le vote de tous les militants, va décider, lui, de l'avenir du parti. Vous croyez encore qu'une synthèse est possible? Je ne sais pas. Voyez-vous, je suis très optimiste et je suis sûr et certain qu'au prochain congrès, le Parti socialiste sortira plus renforcé que jamais. Alors au prochain congrès, il va falloir choisir un nouveau premier secrétaire. Oui, certainement. Oui. Ah ben, pour moi, je pense que c'est Mitterrand qui est et qui le restera. Si ce ne serait pas lui, ben, je donnerai ma démission. Et vous? Comme militant. Enfin, c'est une question que je réfléchirai bien avant, parce que c'est pas parce que François Mitterrand va partir que forcément il faudra rendre sa carte. Le 31 mars, les délégués de chaque section se réuniront en congrès départementaux. Ils désigneront les délégués au congrès de Metz. On pourra, ce jour-là, se faire une idée des rapports de force entre les 7 courants. Raymond Barre n'est pas hostile à l'examen de la proposition de loi visant à supprimer le service minimum à la radio et à la télévision. C'est Robert-André Vivien, l'auteur de cette proposition, qui l'affirme à la sortie d'un déjeuner précisément avec Raymond Barre. L'accident nucléaire dont je vous parlais hier en Pennsylvanie aux États-Unis, eh bien, il semblerait que les Américains soient vraiment passés à côté d'une véritable catastrophe. Bien sûr, il n'y a pas de victimes à la centrale 3 Miles Island, et pourtant, cet accident serait le plus grave jamais arrivé dans une centrale nucléaire, Georges Leclerc. Oui, alors selon certains experts, le réacteur atomique numéro 2 de cette centrale, située près de Harrisburg, en Pennsylvanie, est quasiment inutilisable. D'autres pensent au contraire que les équipes de 70 personnes qui se relaient toutes les heures pour éviter une trop longue exposition aux radiations pourront bientôt évacuer l'eau radioactive et remettre en état le réacteur. Quoi qu'il en soit, cet accident est un coup dur pour le programme nucléaire américain. Déjà, on ordonne des enquêtes pour trouver l'origine de l'accident, erreur humaine ou défaillance de la machine, les avis actuels sont partagés. Ou encore des médecins connus demandent l'arrêt de toutes les centrales actuellement aux États-Unis. Vous voyez que le président Carter aura beaucoup de mal pour présenter son programme énergétique la semaine prochaine aux États-Unis. Alors comment ça s'est passé concrètement? Alors je vous ai dessiné très schématiquement une cuve de centrale nucléaire. Il y a ici un réacteur qui fabrique de la chaleur qu'il faut extraire. Alors c'est le rôle de l'eau qui vient ici sous pression fabriquer de la vapeur dans ce générateur de vapeur et la vapeur va faire tourner la turbine. Cette turbine s'est grippée avant-hier matin. En se grippant, elle a arrêté la vapeur. En arrêtant la vapeur, elle a fait une surtension qui a cassé la pompe qui alimente le circuit ici. Cette pompe, une fois cassée, l'eau radioactive a jailli et on pense qu'elle est sortie par des trous qui, d'habitude, la confinaient ici. Alors là-dedans, c'est très radioactif. Dehors aussi, ça l'est. C'est là que travaillent les ouvriers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour l'instant, pas de contamination. Pas de contamination, mais normalement. Autant qu'on sache, bien sûr. Mais je vais juste rajouter un point. Ce générateur de vapeur est à peu près le même que dans les centrales françaises de même type, mais fabriqué par une autre entreprise qui a un système beaucoup plus compliqué. Normalement, en France, notre système est différent, paraît-il plus solide. Espérons en tout cas.
Une page de sport avec tout d'abord en football le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France. À noter parmi les rencontres que vous allez découvrir sur cet écran, le match vedette Bastia-Strasbourg, match aller le 14 avril, match retour 3 jours plus tard. Du côté du championnat, eh bien, à l'issue du formidable suspense de la 30e journée hier, 3 équipes en tête dans un mouchoir. Dans notre édition de 13h, vous avez pu voir des extraits de la rencontre Saint-Étienne-Strasbourg. Eh bien, avec Thierry Roland maintenant, des images de l'autre match phare de la soirée, Metz-Nantes. Nantes qui est le deuxième du trio de tête. Oui, car malgré la belle victoire obtenue hier soir par Saint-Étienne aux dépens du leader strasbourgeois, c'est Nantes qui se place en rival numéro 1 des Alsaciens pour l'attribution du titre 79. En effet, grâce aux 3 buts réussis par son avant-centre Éric Pécou face à Metz, Nantes est actuellement deuxième à 2 points de Strasbourg avec une meilleure différence de but. Et le programme des Nantais semble moins délicat que celui des Strasbourgeois et des Stéphanois. D'ici le 1er juin, Strasbourg recevra Bordeaux, Bastia, Valenciennes et Paris Saint-Germain et visitera Sochaux, Marseille, Nancy et Lyon. Nantes ira à Bastia, Valenciennes, Nice et Laval et accueillera Sochaux, le Paris Saint-Germain, Nancy et Lyon. Quant à Saint-Étienne, il recevra Nîmes, Metz, Nice et Angers avant de se rendre à Lille, Paris FC, Bordeaux et Bastia. Alors, faites vos jeux. A noter que le Stéphanois Jean Vion, blessé hier soir à Strasbourg, sera remplacé par Patrick Battiston de Metz pour faire partie de la présélection française en stage à Saint-Germain-en-Laye. La France, qui vous le savez, affrontera la Tchécoslovaquie le 4 avril à Bratislava. Vichy, future pépinière de champions, on le voudrait bien. Plus simplement, en tout cas, centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Moscou l'an prochain. Eh bien, toutes les conditions semblent requises. Reste maintenant le label officiel. Et la récente visite d'une vingtaine de patrons du sport français pourrait bien accélérer les événements. Alain Teller. J'ai combien, moi, le 2 je m'en souvenais plus. Hop! Hop! Allez, Casignas! Et l'autre, il postillonne. Allez! 13 secondes et des poussières. Une course de haie olympique que nul n'a oubliée. De Montréal à Vichy, il n'y a en fait qu'un saut à accomplir. Au-dessus de l'Allier, pourquoi pas. 3 étoiles du sport français, plus 16 directeurs techniques nationaux présents à Vichy, c'est un événement. Vichy, centre de préparation olympique pour les Jeux de Moscou, c'est le second événement. Bien que pour le moment cela soit officieux. L'opération séduction tentée auprès des patrons du sport français a de fortes chances de réussir. Et ce survol aérien situe l'importance des équipements qui constituent un argument de poids. 16 directeurs techniques nationaux qui représentent 16 fédérations différentes sur le plan technique se sont retrouvés ici, dans cette ville de Vichy, qui présente un équipement sportif tout à fait adaptable à la préparation des grandes compétitions internationales. Je crois d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre nous utilisaient déjà les installations de Vichy, et il est possible qu'à l'occasion de la préparation des Jeux et des grandes compétitions, nous puissions ensemble nous retrouver pour certaines périodes. Aujourd'hui, Vichy a toutes les vertus. Vittel et Font-Romeu, les 2 centres préolympiques précédents, jouissaient aussi d'une bonne réputation. Après les Jeux, l'on a décrié le climat de Vittel, jugé émollient et à l'origine, soi-disant, de certains résultats fâcheux. Font-Romeu, pour sa part, était trop carcéral, entre guillemets. Vichy aujourd'hui a bonne mine. Pour combien de temps? Moscou apportera peut-être la réponse. Ça dépend des résultats des équipes de France. Si nous avons de mauvais résultats, peut-être que Vichy sera décrié, mais Vichy ne sera pas seul centre de préparation olympique. Il y aura, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Font-Romeu, il y aura Vittel, il y aura aussi l'Institut national des sports à Paris, il y aura aussi Font-Romeu, il y aura aussi Antibes pour la natation, et Vichy sera le complément de l'ensemble pour toutes les équipes de France. À craindre, le sous-emploi des équipements une fois la fièvre des Jeux Olympiques passée. À remarquer qu'en France, ce sont moins les installations qui manquent que les résultats. Il y avait un tiercé à Auteuil. Aujourd'hui, pour gagner, il fallait jouer le 2, Hollywood, le 5, Air du Nord, le 11, Pavot-Réal. Les rapports dans l'ordre pour 5 francs, vous le voyez, plus de 8500 francs et dans un ordre différent, plus de 1700 francs. Les dieux de la météorologie nous sont contraires en ce moment. Quel mauvais temps en effet sur la France depuis quelques jours. Une tourmente de neige à l'origine d'un accident d'hélicoptère dans le Puy-de-Dôme. Bilan 5 morts.
Danger d'avalanche dans les Alpes du Nord et puis surtout sur la côte ouest, tempête, mer déchaînée, inondations, digues rompues, chaussées défoncées. C'est par exemple le lot de Saint-Malo depuis hier. Oui, en effet, la mer déchaînée a rompu les digues. Bilan, 1 millier de maisons inondées, 1,20 m d'eau dans certaines rues, des voitures retournées, un autocar bondé aux vitres brisées par des vagues propulsées par le vent de 100 km à l'heure. On a colmaté les digues avec des sacs de sable car chaque nouvelle marée haute est un danger. Cela fait maintenant plusieurs jours que nos côtes de l'ouest sont battues par la tempête. Pour les agriculteurs de tout le pays, la situation n'est pas plus agréable. En effet, les champs sont inondés, vous le savez, les rivières sont en crue. Il faudra sans doute beaucoup de soleil et de vent pour sécher une France qui est complètement détrempée. Alors Laurent Bourmette, question logique, ce mauvais temps va continuer demain et après-demain? Bien, demain en tout cas, en effet, il y a toujours un grand tourbillon qui va amener de l'air venant du nord à la fois froid et humide. Au nord de la Seine et jusqu'à l'est et jusqu'aux Alpes, un ciel très nuageux et couvert avec des pluies pratiquement continues, de la neige dans les Alpes au-dessus de 800 mètres, sur le reste du pays un temps variable, également nuageux mais avec quelques éclaircies, des averses, enfin bref comme aujourd'hui. Près des régions méditerranéennes, du vent qui pousse les nuages et donc des éclaircies, vent également fort en Manche. Samedi maintenant, eh bien, une légère amélioration. Si sur la plupart du pays, le temps restera aussi médiocre, voire mauvais. Des éclaircies de plus en plus belles sur le sud-ouest, de la Bretagne aux Pyrénées. Alors il fait très frais, il fera un peu plus froid demain. Mais évidemment, avec le soleil en cette saison, le soleil ne monte plus haut, il fera donc un peu plus chaud. Et on peut espérer que tous ces nuages se déplaceront vers l'est. Savoir si ça sera définitif, Patrick, je ne sais pas, je ne peux pas encore vous le dire. Eh bien, espérons. Dernier rendez-vous avec l'actualité ce soir après le grand échiquier de Jacques Chancel qui a tenu à honorer son rendez-vous malgré des conditions difficiles d'enregistrement, en raison des grèves bien sûr. 23h15, Hervé Claude. Demain, première édition Antenne de Midi avec Patrick Lecoq. Et puis à 20h, je vous attendrai avec toute notre équipe fidèle au poste. En attendant, bonne soirée à tous.